Bonjour à tous, donc je suis Elisabeth Sutton, je suis la cofondatrice du site idebooks.com, qui est un site qui s'intéresse à l'actualité de la culture et de la tech. Je suis aussi conseil auprès des éditeurs et de la chaîne du livre en communication. Donc je vais vous faire une petite introduction un peu rapide pour vous mettre dans l'ambiance relative à l'IA et au livre audio. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec nos invités. Imaginez un instant le silence, la chaleur d'une voix humaine qui donne vie à des milliers de pages pour une écoute de 2, 3, 12, 15 heures parfois pour un livre audio. C'est l'essence même du livre audio. C'est un marché en plein essor aujourd'hui où l'émotion et la performance d'un comédien sont au cœur de l'expérience. Mais aujourd'hui, le monde de l'édition se trouve à une croisée de chemin. Une nouvelle voie, et c'est une véritable voie, est en train de prendre de l'ampleur. Une voix sans corps, une voix dont la puissance est phénoménale, c'est celle de l'intelligence artificielle. L'IA est-elle une révolution qui va démocratiser la production des livres audio ? Ou est-ce la menace qui risque au contraire de faire taire nos narrateurs, nos comédiens ? Entre l'innovation technologique et l'impératif éthique et légal, les enjeux sont colossaux. Pendant la prochaine heure, nous allons, avec nos deux invités, plonger au cœur de ce sujet, voir quels sont les enjeux de l'IA appliqués au livre audio et peut-être aussi trouver des choses positives qui nous permettront d'avancer. Pour décortiquer ce sujet, deux experts aux perspectives complémentaires. J'accueille Patrick Urban, qui est là, qui est artiste, interprète, cofondateur de l'association Les Voix. Il nous en dira plus sur cette association très rapidement. Liliane de Carvalho, qui est experte en droit de propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, et elle va nous apporter son éclairage légal et contractuel, puisqu'elle est avocat, et c'est indispensable, bien entendu, pour faire un petit peu la lumière sur ce sujet de l'IA lié au livre audio. Mais avant de commencer, je vais faire un petit tour de table auprès de vous deux. Si vous deviez définir en 4 mots les enjeux de l'IA appliqués au livre audio aujourd'hui, que diriez-vous ? On commence. Celui qui veut. Toi ? Ok. Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui à cette conférence sur le livre audio et le podcast. Et donc pour répondre à la question d'Elisabeth, si on devait définir les enjeux de l'intelligence artificielle appliquée au livre audio et au podcast, je pense qu'on pourrait parler de droit d'auteur, de respect du droit d'auteur. Ça fait un peu plus qu'un mot pour le premier item. Les données personnelles et l'équilibre, un équilibre entre les intérêts en présence et toutes les questions relatives à la transparence. Eh bien, moi, j'ai préparé 4 petits mots. Donc, c'est déshumanisation. Après, j'ai les autres. Hein. Hop, voilà. Anthropomorphisme, loyauté et jeunesse. Ok. Voilà. Donc ça nous met dans le bain. On est d'accord. Merci beaucoup pour ce petit flash de quelques mots. C'est toujours intéressant de voir un peu comment, quel aspect on a envie d'aborder. Donc, selon vous, quelle est la principale, on ne va pas commencer par le négatif, on va dire, quelle est la principale opportunité ou la plus grande menace aussi, évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, que représente l'IA aujourd'hui pour le marché actuel du livre audio. Patrick, vous voulez commencer ? Oui, je crois que c'est le principal danger ou la principale menace, ça serait le grand remplacement en fait des comédiens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des sénateurs qui ont pris cette expression-là, mais je pense qu'elle s'applique bien à nos métiers. C'est en rapport avec les 4 mots-clés que j'ai, en tout cas les 2 premiers, hein, la déshumanisation, je crois que c'est ça, c'est le remplacement des voix des comédiens par ces systèmes qui, comme vous l'avez rappelé, ne sont pas
issus d'un corps ou d'un cerveau, ou en tout cas d'une personne constituée, et donc ne sont pas à même de comprendre les concepts qu'ils exposent en lisant de manière automatique. Voilà. Nous, quand on lit un livre audio, effectivement, c'est pas une simple lecture, on raconte une histoire et on est dans le bouquin. Donc on est comme un lecteur, un papa qui lit une histoire à ses enfants, par exemple. On est vraiment impliqué complètement dedans. Voilà. Avec en plus le jeu du comédien qui permet d'oublier la lecture, de faire oublier la lecture à celui qui l'écoute. Voilà. Donc la principale menace, c'est ça, c'est le remplacement par des machines pour des raisons de coût, et aussi pour des raisons, je dirais, de hype. C'est tellement sympa, l'IA, c'est tellement pratique, c'est tellement rapide. Voilà. Moi, je reste optimiste, même si on est effectivement dans une bataille. Hein. C'est un combat un peu permanent. Hein. Alors, il n'y a pas que les artistes de la voix, il y a aussi les compositeurs de musique, les créateurs de toutes parts. On reste optimiste sur le fait que l'humain va rester, parce qu'in fine, il y aura une espèce d'uniformisation, enfin on en parlera plus tard, mais c'est un peu le danger, c'est ça, c'est l'uniformisation par ce remplacement des humains et la disparition de ce rapport d'une voix à quelqu'un qui écoute, voilà, à autrui en fait. Ce rapport à autrui risque de disparaître. D'un seul coup, on sera uniquement avec une machine, comme le font les plus jeunes aujourd'hui avec ChatGPT. Voilà. Une machine invisible, puisque justement l'écoute permet de ne pas, enfin d'oublier presque à un certain moment, quand on fait certains tests, d'avoir l'impression d'être en relation avec une machine. C'est ça aussi. Juste avant, l'opportunité, est-ce qu'il y a quand même une petite opportunité par rapport à cette avancée technologique? Alors, nous, on fait le distinguo entre l'intelligence artificielle qui existe depuis Turing, hein, qui est juste une évolution de l'informatique et qu'on a vu dans différentes matières, comme par exemple la médecine, le bâtiment, enfin plein de... L'IA, elle existe depuis très très longtemps. On la distingue de l'intelligence artificielle générative, qui depuis l'avènement de ChatGPT et puis de toutes ces applications de text-to-speech, effectivement, provoque une sorte de bascule. Nous, on pense que cette opportunité, il peut y avoir des opportunités sur, par exemple, donner une voix à une machine. C'est-à-dire qu'on sait qu'on parle, par exemple, à un robot humanoïde, il faut lui donner une voix. Donc là, il n'y a pas de tromperie. On sait qu'on va parler en fait à une machine, et cette machine, il va falloir lui donner une voix. Donc pourquoi pas prendre un humain, un acteur par exemple, sous licence. Là, il n'y a pas de. On sait qu'on parle à une machine. Ce qui est plus problématique pour nous, c'est effectivement de faire croire qu'on parle à un humain alors que ça n'existe pas. Voilà. Donc là, il y a des opportunités sur des chatbots, les robots, la lecture de la presse, par exemple. La presse, honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas enregistrer tout le feed du Figaro. Le Figaro, Le Monde ou l'IB, ils sortent des articles toutes les 30 secondes. Donc on ne peut pas prendre un comédien pour lire ces choses-là. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir des voix de comédiens en IA. L'auditeur, il sait qu'il écoute en fait comme une IA, parce que de toute façon, on ne peut pas l'enregistrer. Physiquement, c'est pas possible. On n'a pas les moyens techniques de le faire. Et là, il n'y a pas de tromperie. Mais par contre, sur tout ce qui est doublage, lecture de livres audio, dès lors qu'il faut un jeu de comédien, une interprétation, parce que c'est des œuvres en fait, c'est des œuvres audiovisuelles, c'est pas de l'information, et c'est pas du chat comme ça en temps réel. Là, il faut sanctuariser, il faut que ça reste une interprétation humaine. Donc il y a des opportunités, et puis sur certains domaines, je pense que c'est pas intéressant de remplacer en fait la voix du comédien qui donne un corps, qui donne une interprétation et un jeu en fait pour sublimer l'œuvre de l'auteur. Voilà. Mais dès lors que ça reste informatif, que le citoyen il sait qu'il écoute une voix en IA, il a une information. Il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. Okay. Voilà. Liliane? Alors plutôt sur le plan juridique. Donc les menaces, effectivement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est une rude mise à l'épreuve du droit d'auteur. En même temps, je crois que le droit d'auteur, ces dernières années, n'a fait qu'être mis à l'épreuve sur bien des sujets. Donc il y a effectivement toutes les questions relatives au droit d'auteur, mais également au droit de la personnalité. Donc c'est la façon dont les législations sont mises en œuvre, la manière dont elles sont exprimées, surtout face à des acteurs, notamment des acteurs américains, qui ne connaissent le droit d'auteur que quand ça les concerne,
lorsqu'il s'agit du droit d'auteur des autres, il n'existe plus. Donc c'est rappeler un certain nombre de principes, surtout valoriser les contributions. Et pour l'opportunité, effectivement, c'est faire que l'IA, d'une certaine manière, devienne un outil de création, et non pas, comme le disait Patrick, un remplacement de la création, et qu'il y ait une reconnaissance à la fois de tout ce qui est utilisé pour l'IA, c'est-à-dire des contenus. Alors, c'est pas vraiment. Alors, je voudrais pas utiliser le mot primaire, mais plutôt des contenus originels qui sont le plus souvent des contenus protégés, et on ne peut pas dénier le caractère de protection simplement parce qu'ensuite il y a l'intervention d'une intelligence artificielle. Sur le plan du droit, on le verra un peu plus tard. Voilà, il y a vraiment des actes de reproduction qui sont mis en œuvre, et de faire qu'il y ait une reconnaissance à la fois des investissements de l'investissement des créateurs et de l'apport intellectuel, parce que c'est pas parce qu'on fait fonctionner un modèle d'intelligence artificielle sur des contenus qu'on en devient le propriétaire, et qu'il n'y a aucun acte qui doit être reconnu, voire et aussi rémunéré. Alors moi, ça me fait penser quand même, enfin ce côté un peu Far West qu'on a actuellement, ça me fait penser un peu au début du livre numérique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je me souviens quand je travaillais dans le groupe Hachette, au début j'étais chargée justement d'identifier tous les bouquins qui pouvaient être numérisés, etc. Et puis à un moment, j'ai dit aux éditeurs des différentes maisons, je leur ai dit, mais est-ce qu'on demande le consentement des auteurs pour numériser leurs livres et pour le proposer au format numérique? Et là, ça a été « ah oui ». Donc, c'est mis en place toute la logique. Et pendant ce temps-là, on avait Google, notamment, qui créait Google Books en aspirant l'intégralité des bouquins disponibles, en numérisant. Alors là, il se basait sur du papier à l'époque pour numériser. Et tout d'un coup, ça a été le branle-bas de combat, et on s'est retrouvés avec des problématiques extrêmement importantes, notamment liées aux droits d'auteur, et puis aussi de savoir est-ce qu'on propose un produit dérivé ou est-ce que c'est du droit d'auteur sur le livre papier exactement comme sur le livre numérique. Enfin, il y avait beaucoup de problématiques. Ouais. Peut-être que tu veux répondre sur le livre numérique, mais ce qui concerne les artistes-interprètes, donc Ouais. nous on est dans les droits voisins du droit d'auteur, mais on est aussi sur, alors peut-être que tu en parleras aussi, mais sur les données personnelles. Et nous, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est que quand on utilise une intelligence artificielle pour faire du text-to-speech, il faut savoir qu'en fait, ces logiciels se sont entraînés sur des dizaines, voire des centaines de milliers de voix. Et il y a certainement la mienne dans ces bases de données qui sont souvent installées aux États-Unis ou ailleurs. Donc on a une problématique de clonage vocal, mais pas que. C'est surtout en fait l'utilisation de nos données aujourd'hui pour entraîner ces machines à nous remplacer. Et c'est là où on a vu effectivement le vol des bijoux au Louvre. Donc là, en 5 minutes, le vol a été effectif, tourné à la télévision, on l'a vu partout. Bon là, il n'y a pas de débat. Nous, c'est vraiment l'inverse. C'est à bas de bruit. En fait, c'est petit à petit, on a été récupéré sur des sites internet, de livres audio notamment. Il y a eu un épisode de SoundCloud, où effectivement SoundCloud avait mis dans ses CGV, donc ses règles de vente, le fait que chaque publication sur SoundCloud pouvait aller alimenter une intelligence artificielle via des bases de données. Aujourd'hui, on se rend compte que le niveau de transparence requis pour en fait avoir des systèmes d'IA qui sont commercialisés, le niveau de transparence n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Donc moi, en tant que citoyen, au-delà de mon statut d'artiste, je n'ai aucune sécurité en fait sur l'utilisation de ma voix par ces systèmes. Donc dès lors qu'on prend un système comme Eleven Labs ou Revoicer, qui sont un peu ou les Speecher, qui sont un peu les stars des startups américaines, on n'a pas du tout l'assurance que utiliser ces systèmes nous mette dans un travail tout à fait dans les règles et même si on utilise ce système pour cloner sa propre voix. En fait, on utilise aussi la voix de dizaines de milliers d'acteurs et d'actrices sans le savoir, en fait. C'est ça le sujet. Ces systèmes-là ne sont pas du tout ni éthiques, ni juridiquement valables aujourd'hui. Voilà.
Alors, Liliane, justement, vous vouliez peut-être rajouter un petit mot. Oui, sur la question du livre numérique, effectivement, la question du livre numérique est très proche de ce qui se passe actuellement par rapport à l'IA. J'ai eu la chance dans une autre vie d'être à la manœuvre sur l'ensemble des textes de loi qui régissent le livre numérique. J'ai été notamment rapporteur de la loi relative au contrat d'édition à l'heure du numérique. Et toutes ces problématiques ont créé énormément de friction. Et si je dois retenir quelque chose, c'est vraiment la volonté des auteurs, la volonté des éditeurs de faire respecter leurs droits d'auteur. Et lorsqu'on avait les problématiques avec Google, alors le sujet était un tout petit peu différent parce qu'à l'époque, Google faisait ce qu'on appelait des snippets. Donc il y avait de la citation. L'intelligence artificielle ne nécessite pas forcément dans ce qu'elle produit la citation de l'œuvre originelle. Mais en tout cas, et ça c'est la grande difficulté qu'on a parfois, c'est que effectivement le projet Google Books, c'était déjà les premiers pas de l'intelligence artificielle. Google Books n'a jamais voulu numériser simplement pour numériser, alors que les éditeurs, ils ont commencé à numériser pour proposer les œuvres au format numérique et dans les conditions dans lesquelles Elisabeth le parlait, il fallait demander le consentement, refaire les contrats, etc. Et pendant que les éditeurs étaient occupés à légaliser, on va dire, les choses dans le respect des auteurs, eh bien Google numérisait. Et Google numérisait et en fait, c'était parce que le premier acte de l'intelligence artificielle, c'est effectivement la nécessité d'une reproduction d'un texte. Et donc, c'est la création de ces bases de données énormes. Bien aujourd'hui, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est déjà présent sur les serveurs de ces géants et comment est-ce qu'on va pouvoir tracer et retrouver les contenus qui sont utilisés. C'est complètement opaque. Voilà. Alors justement, Liliane, vous travaillez directement, notamment avec les éditeurs. Quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Comment vous les accompagnez? Et si vous pouviez nous donner, sans dévoiler de secrets, mais quelques exemples de problématiques très précises sur lesquelles vous les accompagnez pour trouver des solutions. Déjà, il y a un premier point qui est la question de l'utilisation par les modèles d'intelligence artificielle des œuvres qui existent. Donc légalement, aujourd'hui en France, on a deux exceptions qui sont les deux exceptions au droit d'auteur, qui sont les exceptions de texte et de data mining. Donc le texte et le data mining, on va dire que c'est l'acte nécessaire. Le premier acte nécessaire à la génération, à l'intelligence artificielle. Donc, on a une exception qui est destinée à la recherche, qui est une exception obligatoire pour que la recherche puisse effectuer des actes de text data mining, mais il ne faut pas que ce soit fait à des fins commerciales. Et la France a décidé également de transposer en droit français, puisque à la base c'est quand même une législation qui est européenne, une exception facultative qui est l'exception de TDM qui est applicable à toute personne. Et donc cette exception TDM, vous pouvez dire TDM, Text Data Mining. Merci. Et donc cette exception autorise toute personne qui souhaite faire du Text Data Mining à utiliser des contenus protégés. Et le seul garde-fou qui existe, c'est que les titulaires de droits sur ces contenus peuvent exercer ce qu'on appelle un opt-out. Donc, on est dans une logique inversée, pas pour la première, mais pour la deuxième fois en droit d'auteur par rapport au principe du consentement. C'est-à-dire qu'on ne consent pas à l'utilisation des œuvres, mais on s'y oppose. Donc, encore faut-il, pour s'opposer à quelque chose, qu'on soit au courant, voilà, qu'on le sache. Donc, on est dans cette grande difficulté. Il y a un certain nombre de titulaires de droit qui ont exercé à ce stade leur opt-out. Mais encore faut-il que cet opt-out soit effectif. Je ne sais pas à l'heure actuelle quel est le fournisseur de modèles d'intelligence artificielle qui est en capacité d'assurer
aux titulaires de droit qui ont exercé leur opt-out que cet opt-out est effectif. Donc il y a une question déjà. Donc on a la possibilité d'avoir une exception au droit d'auteur. Et je le rappelle parce que les exceptions au droit d'auteur, en principe, ce sont des exceptions qui sont prévues pour des cas très limités. Or, quand on parle, l'exception au droit d'auteur, c'est par exemple les exceptions pour les publics empêchés, c'est les exceptions pour les bibliothèques. Là, on parle de quelque chose qui n'a rien de limité. L'intelligence artificielle est tout sauf quelque chose de limité. Mais en fait, l'introduction de ces exceptions de texte et data mining, ça a été un véritable cheval de Troie. Un cheval de Troie législatif. Personne n'a vu venir le truc. C'est-à-dire qu'à Bruxelles, les acteurs de l'Internet, ils se sont dit, eh bien, il y a cette exception de texte et de data mining qui, à la base, devait servir la recherche. Essayons de forcer à ce qu'elle soit applicable à tous. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que quand le texte and data mining, l'exception a été introduite, personne ne savait que ça allait être utilisé dans la réglementation sur l'intelligence artificielle. 3 ans après. Et là, le règlement dit les modèles d'intelligence artificielle peuvent fonctionner s'ils respectent l'exception text and data mining. Donc en gros, vous pouvez faire ce que vous voulez à partir du moment où vous respectez l'opt-out. Et après se pose la question de l'effectivité de l'opt-out. Alors sur le plan juridique, c'est assez compliqué. Donc on a cette problématique d'utilisation des contenus. Comment est-ce qu'on utilise les contenus? Comment est-ce qu'on prévoit dans les contrats le fait que les contenus peuvent être utilisés? Comment est-ce qu'on vérifie que les contenus peuvent être utilisés? Ensuite, il y a la question qui se pose de ce qui est généré par les intelligences artificielles. En droit français, il y a un principe fondamental, c'est que ne peuvent être protégés que des contenus qui sont créés par un être humain. On n'a pas de décision à ce jour qui fixe le point de savoir si une œuvre créée par une intelligence artificielle pourrait recevoir la protection par le droit d'auteur. Je ne pense pas que ça va arriver prochainement, mais par exemple aux États-Unis et en Chine, on commence à avoir des décisions des tribunaux qui considèrent qu'une œuvre générée par l'intelligence artificielle est une œuvre originale et bénéficie à ce titre de la protection. Et il va falloir réussir à tracer la ligne de démarcation entre des contenus qui vont être utilisés par, qui vont être produits à l'aide de l'intelligence artificielle, mais où il va y avoir un choix humain qui va être effectué, des directives humaines, et des contenus qui vont être purement des contenus générés sans possibilité de protection. Donc il y a cette ligne-là qui est aussi importante. Il y a la question de la protection du droit d'auteur, ça c'est un point fondamental, mais il y a, comme le disait Patrick, une problématique de données personnelles. La voix est un attribut de la personnalité. Donc à partir du moment où on utilise la voix, eh bien, on peut se retrouver face à des violations, à des violations de droit. Les comédiens sont toujours, même lorsqu'ils font des enregistrements, sont toujours titulaires de leurs droits sur la voix. Et il y a toutes les problématiques relatives à la réglementation sur les données personnelles et aussi à la protection des investissements. Donc ça fait beaucoup de sujets. Et ce qui est très important, c'est d'avoir des automatismes. C'est pas parce qu'on a un nouveau mode de travail que l'on doit oublier que le droit est applicable. Donc, dès qu'on est en présence d'une création, préserver la création, préserver les droits voisins des comédiens, et préserver aussi les investissements des éditeurs qui croient dans leur création, qui les mettent sur le marché, qui font je veux dire, c'est absolument pas juste, pas loyal de mettre en œuvre une politique culturelle et de se la voir happer, de voir happer sa valeur sous prétexte d'innovation. Parce que si l'innovation c'est le vol, je crois qu'il va falloir quand même être très prudent juridiquement. Alors très rapidement, est-ce que vous pourriez nous donner
je sais pas, aujourd'hui un éditeur vous contacte et vous dit Liliane, on a un petit souci. Bon, déjà on est un peu paumé, c'est clair, mais mis à part ça, comment vous agissez très rapidement parce que le temps file et on a pas mal de questions, mais un ou deux petits exemples en 1 minute 30, si c'est possible. Déjà, il faut que l'éditeur, il y ait une définition de la politique, on va dire, des maisons. Donc c'est une mise en place de la politique. Mise en place de la politique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des éditeurs qui vont être très fermés à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, dans ce cas-là, notre rôle, c'est de verrouiller les contrats, verrouiller les accords, vérifier que tout est conforme. Et puis, il y a les éditeurs qui souhaitent aussi en faire une opportunité. Et dans ce cas-là, notre rôle est d'encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle avec des garde-fous, avec des garanties, avec la prévision, dans certains cas, d'une rémunération. Et c'est ce vers quoi on va tendre de plus en plus, puisque l'interdiction, ça me semble pas être à terme une bonne solution, mais en revanche un encadrement et un respect du droit applicable, ça me semble être impératif. Et ça, c'est possible pour tous les éditeurs, c'est-à-dire est-ce que c'est possible pour un Hachette, par exemple, groupe, ou un Gallimard, mais aussi pour un petit ou moyen éditeur, sans que ce soit péjoratif. Est-ce que c'est possible en interne, dans une petite ou moyenne maison d'édition, je ne sais pas s'il y a des éditeurs dans la salle, mais de tenir ce genre de nouvelle organisation? C'est carrément une réorganisation, en fait, à l'intérieur, notamment pour le livre audio, quand on veut produire du livre audio. Ouais, le problème, c'est que souvent, les petites maisons, petites ou moyennes maisons, c'est vrai que c'est très positif pour eux. Ils sont principalement concentrés sur la création. Et c'est difficile d'avoir un appui juridique. Mais l'objectif de ces journées, c'est quand même de donner un certain nombre de petites clés qui permettent d'avoir des warnings, et notamment quand on négocie avec un certain nombre d'acteurs pour la commercialisation des titres. De poser les bonnes questions, d'être informé sur la façon dont les contenus sont utilisés, et de demander de plus en plus de la transparence. Parce que quand on commercialise des titres, quand on produit des titres, on a le droit quand même d'avoir des informations sur ce qui est fait de nos contenus. Merci. Patrick, alors on va rentrer un peu dans l'humain. J'ai une question. En tant que professionnel de la voix, évidemment, vous êtes en contact avec d'autres professionnels de la voix comme vous. Qu'est-ce que vous observez comme réaction à l'arrivée des voix IA, du clonage? On parle même de legs de voix de certains comédiens qui acceptent de léguer leur voix, c'est-à-dire après leur mort, on va pouvoir réutiliser leur voix avec un petit échantillon de 10 secondes. Comment on réagit humainement? Et est-ce que c'est la panique? Est-ce qu'au contraire, vous voyez des gens qui trouvent ça? Je sais que Christian Clavier, je crois, avait réagi en disant oh, c'est formidable, c'est formidable. Moi, j'ai envie qu'on parle de moi pendant 1000 ans, donc je donne ma voix comme échantillon jusqu'après ma mort. Enfin, ça réagit comment humainement, justement? Il faut mettre un peu d'humain dans tout ça. Alors, c'est pas qu'une réaction française, puisqu'en fait, on a créé un réseau d'associations mondiales, donc qui part du Brésil jusqu'en Australie. Donc, on a UVA, donc United Voice Artists, dont je m'occupe, je suis un des 5 coprésidents. On a monté cette fédération mondiale et qui fédère en fait tous les comédiens qui enregistrent en fait des bandes annonces, des doublages ou des livres audio ou des publicités dans tous les continents. Donc évidemment, les alertes sur les vols de voix, les voice cloning un peu qui ont été faits de manière pirate sont arrivés très très vite il y a 2 ans et demi. Et ce qui nous a en fait alerté à l'époque, c'était simplement en France une plateforme qu'on peut nommer Deezer, en fait, qui voulait utiliser la voix d'une comédienne. Alors ça, c'était il y a presque 3 ans, pour la cloner en IA, pour raconter en fait des histoires à des enfants. Et là, avec mes camarades de l'association Les Voix, notamment Stéphane Kalb que vous connaissez, on s'est dit mais là, on a quand même un truc avec la tech. En fait, ils sont prêts à aller jusqu'au bout avec cette technologie pour l'utiliser. Et on s'est dit quels impacts demain sur nos métiers, c'était une vraie question, mais surtout,
où on va avec cette technologie. Si on est prêt à utiliser cette technologie pour remplacer les parents qui vont raconter des histoires à leurs enfants avant de dormir, sans penser à cette histoire de déshumanisation et de coupe en fait de ce lien entre les humains, il fallait qu'on se lève et qu'on aille à ce combat-là, parce qu'il est assez juste en fait. Et donc les alertes qu'on a eues sur tous les continents, on a essayé d'y apporter une réponse commune, déjà en partageant en fait les alertes et surtout en partageant éventuellement des débuts de solutions. Donc on s'est mis en quête de s'inscrire à Bruxelles pour participer en fait au règlement sur l'intelligence artificielle, et on s'est vite aperçu que les lobbies étaient tellement puissants à Bruxelles que c'était compliqué. Donc on s'est agrégé avec une coalition d'autres fédérations. Alors c'est des graphistes, c'est des scénaristes, des auteurs, beaucoup d'auteurs en fait, des grosses fédérations. Je crois que la plus grosse doit avoir 400 000 auteurs. Donc c'est énorme, hein. C'est vraiment des communautés. On en parlait hier lors de notre dîner. En fait, la culture en Europe, c'est 4% du PIB. C'est pas rien, hein. Donc voilà, nous on est les premiers de tranchée. On est aussi les premiers visibles dans les médias, parce qu'on a beaucoup parlé du doublage. Donc on a fait une pétition, et on a surtout fait une vidéo, Touche pas ma VF, qui a été